Mesdames, Messieurs, les journalistes, chers invités, c'est un plaisir particulier d'être parmi vous ce matin, après une année 2019 assez compliquée. C'est peu dire que ma présence aujourd'hui à Paris est l'aboutissement incontestable d'une lutte acharnée, déterminée du peuple camerounais dans toutes ses composantes, les Camerounais de l'intérieur comme ceux de la diaspora, mais aussi d'une attention exceptionnelle, sans précédent, je dois le dire, de la communauté internationale, grâce au travail de fourmis des médias internationaux, ceux qui ont une influence sur l'opinion des décideurs. C'est grâce à ce travail, à l'ensemble de ce travail, que je peux me tenir devant vous aujourd'hui et vous parler en homme libre. Mais je ne parle pas pour moi-même, en tout cas pas pour moi seul. Je parle pour des centaines de militants et de sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui ont été illégalement arrêtés et détenus, certains pendant 9 mois, d'autres encore, puisque au moment où je vous parle, hélas, je dois dire qu'il y a encore 15 de nos camarades qui sont en détention, dont le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Mamadou Yacoubadi Mota. Et si je m'arrête un instant sur Mamadou Yacouba Mota, ce n'est pas seulement parce qu'il est le premier vice-président du MRC. C'est parce que pour ceux qui connaissent un tant soit peu la topographie politique compliquée du Cameroun, c'est un symbole en soi. Il vient de la partie septentrionale de notre pays et, contre vents et marées, il a affirmé son engagement pour que notre pays retrouve plus de liberté et surtout entre dans le train du progrès collectif dans lequel la plupart des nations africaines sont entrées. Je suis là aujourd'hui donc pour rendre témoignage de ceux-là qui n'ont pas la chance, la même chance que moi et les centaines d'autres qui ont été, pour certains, libérés sur la base de l'arrêt des poursuites et pour d'autres, libérés provisoirement puisqu'ils sont poursuivis libres et en cours des peines qui, pour certains, peuvent aller jusqu'à 20 ans, sinon plus. Alors, je voudrais, mesdames, messieurs, vous dire un grand merci d'être le témoin d'un moment particulier de l'histoire de mon pays. C'est un tournant, et un tournant que nous réussirons à négocier, ou alors nous irons dans le décor. Et notre option a toujours été au mouvement pour la renaissance du Cameroun de négocier ce tournant de la manière la plus apaisée possible. C'est une option fondamentale que nous avons choisie librement dès la création de notre parti en 2012. Changement dans la paix et par les urnes. Vous pouvez trouver ça sur le site de notre parti, c'est dans notre programme de société depuis 2012. Évidemment, on aurait voulu, parce que ça aurait arrangé beaucoup de gens, que nous choisissions une autre option, celle de la violence. Mais d'abord, rien, absolument rien ni personne ne nous fera dérailler de notre choix initial, qui est un choix mûrement réfléchi, parce que nous sommes de ceux qui sont profondément convaincus que la guerre est la preuve évidente que la politique a échoué.
la politique est là pour empêcher que ne survienne la guerre. Car partout où il y a eu la guerre, on la termine autour d'une table de discussion, de dialogue ou de négociation. Alors pourquoi perdre le temps de faire le détour de la guerre avec tant de morts, avec tant de destruction et de larmes inutiles? Donc ce n'est pas simplement un choix politique, c'est aussi un choix philosophique qui s'adosse sur notre humanisme profond. Et je suis convaincu que les Camerounais ont entendu. Ils l'ont fait de manière massive. Oh, n'y voyez pas quelques faiblesses. Parce que très souvent, on a pensé que nous ne savions pas demander aux Camerounais de descendre dans la rue, ou nous-mêmes aller au-devant des difficultés, loin s'en faut. Mais comme je vous l'ai dit, c'est au terme d'une analyse, mais aussi de nos propres convictions profondes, que nous avons partagé cela avec notre parti politique. Le Cameroun, disais-je, est à un tournant, en fait, à la croisée des chemins. Et nous vivons un moment où notre pays fait face à une guerre civile, interne, dévastatrice, inutile, parce qu'on aurait pu en faire l'économie. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont un désastre et interpellent notre conscience. Je me demande comment des dirigeants aimant leur pays peuvent accepter que la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest, sud-ouest anglophones de notre pays ait pu se créer et surtout perdure depuis 3 ans. Elle est venue, cette situation du nord-ouest et du sud-ouest, amplifier une situation de déstabilisation, d'insécurité qui a commencé dans la partie septentrionale du pays, dans l'extrême nord du pays, avec les attaques de Boko Haram, qui font ou qui ont fait au moins autant de victimes que dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est une guerre presque oubliée alors qu'elle se poursuit. Il y a eu une période d'accalmie, mais cette guerre continue. Et vous savez, il y a quelques 2 ou 3 semaines, il y a eu encore une attaque terrible, violente, avec beaucoup de morts à Fotokol, à la frontière avec le Nigeria. Nous ne pouvons donc pas faire comme si ce conflit était derrière nous, il est encore devant nous. Donc il vient s'y ajouter de façon dramatique, alors que dans le nord-ouest, nous sommes confrontés à une menace externe de groupes armés qui ne sont pas basés sur notre territoire, et donc on peut dire que c'est un conflit contre un ennemi extérieur. Au Cameroun, dans le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun, ce sont des Camerounais qui combattent d'autres Camerounais. Et les victimes sont aussi bien les soldats de nos forces de défense que les populations civiles innocentes prises entre 2 feux et les groupes armés. Je ne vais pas ici refaire le récit de la crise anglophone. Ceux qui s'intéressent un tant soit peu au Cameroun en connaissent les origines. Mais je ne peux pas manquer de dire qu'il est de la responsabilité de tout pouvoir, de tout gouvernement, justement, de répondre aux interpellations dont il fait l'objet, c'est-à-dire d'apporter des réponses aux insatisfactions de ses citoyens. Et dans le cas du nord-ouest et du sud-ouest, ce sont des insatisfactions qui se sont exprimées de façon pacifique au départ, qui ont pris la dimension d'un conflit armé. Suivant les sources, ce conflit aurait déjà fait 3 000 morts pour certains, 12 000 morts pour d'autres. La vérité doit être quelque part entre les deux. Dans tous les cas, il y a plus de 3 000 morts. Entre 800 000 et 1 million de déplacés internes. Entre 35 000 et 40 000 réfugiés au Nigeria. C'est la première fois dans l'histoire, toute jeune, de mon pays, que nous avons des réfugiés. Nous avons une tradition d'accueil des réfugiés. Nous n'étions pas connus comme un pays qui produit des réfugiés. Et là, nous avons quelques 40 000 de nos compatriotes au Nigeria. Il ne faut pas être de quelque parti politique que ce soit au Cameroun pour faire ce constat amer. Nous devons tous, collectivement,
en tant que citoyens d'un même pays, avoir un sursaut national. Qu'est-ce qui nous arrive? Avant même de poser les problèmes du développement, sur lesquels je dirais brièvement quelques mots. Qu'est-ce qui fait que le Cameroun, qui pendant longtemps était considéré comme un havre de paix, il ne s'y passait rien, donc tout allait bien, soit devenu justement, même si l'actualité, parenthèse, en France, sauf quelques médias que je voudrais ici remercier, ne rend pas suffisamment compte de la tragédie camerounaise comparée à d'autres conflits. Même le conflit centrafricain, que je ne néglige pas, peuple que je respecte, semble attirer plus d'intérêt et plus de lumière que ce qui se passe dans mon pays. Entre 4,5 millions d'habitants d'un côté et 30 millions de l'autre. Entre un pays qui est au carrefour de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Le Cameroun est une clé, c'est un État charnière. Et j'ai l'impression que nous continuons à faire la politique comme elle se faisait encore dans les années 50 et 60. Les choses ont radicalement changé. Le Cameroun est un pays dont 80% de la population a moins de 35 ans. Il faut se rendre compte de ce que ça représente, avec un taux de chômage parmi les plus élevés en Afrique, mais avec un potentiel incomparable. Des pays comme la République démocratique du Congo, en termes de potentiel, ne nous dépassent qu'à cause de la taille du pays, mais en termes de ressources disponibles, les deux pays peuvent effectivement souffrir une comparaison. Et donc, d'où vient-il que nos jeunes croient subitement que leur salut, c'est le désert du Sahara et la Méditerranée? Point d'aboutissement ultime, car la plupart n'atteindront jamais l'Europe fantasmée. Il y a donc un problème, il y a une interpellation. Et je suis de la génération qui a dit, nous n'allons pas transférer sur nos enfants nos propres combats, les combats d'aujourd'hui. Je suis d'une génération qui a vu le Cameroun en train de décoller et qui, hélas, doit terminer sa vie en le voyant cracher. Et nous avons dit non. C'est notre devoir impérieux d'apporter notre contribution. Et donc je suis venu à Paris pour dire merci aux Camerounais, à tous les Camerounais. Je ne fais pas de distinction entre eux. Je ne fais aucune distinction entre eux. Même pas vis-à-vis de ceux qui se sont donnés pour métier de m'insulter à longueur de journée dans le média. C'est sans importance. Je les aime tous. Oh, quelqu'un a dit un jour, mais on ne vous aime pas. Mais je n'ai pas besoin, moi, de leur permission pour les aimer. Je les aime tous. Parce que je considère que c'est ma mission, dans la politique camerounaise, de rassembler tout le monde. Parce que seul un peuple rassemblé peut aller au-devant de son propre destin. Personne n'y arrivera seul. Et collectivement, nous n'y arriverons pas en rang dispersé. Mais nous n'y arriverons que si nous prenons conscience du défi immense qui est devant nous et que collectivement, nous pouvons nous donner la main pour y arriver. Je ne vais pas aller plus loin que cela parce que je pense que la presse qui s'est déplacée ici a des contraintes que nous connaissons. Et puis, je pense que nous aurons l'occasion samedi, dans 2 jours, je crois, après-demain, en tout cas, de nous voir pour que je délivre, sur la base un peu du canevas que j'ai tracé ici, le message complet que je voudrais délivrer à mes compatriotes de la diaspora, et peut-être au-delà à la diaspora africaine, parce qu'il est temps. Il est temps, effectivement, que l'Afrique se pense, et les Africains surtout se pensent d'abord comme des êtres humains, et qu'il y a une universalité de l'homme, et évite des postures et de se réfugier paresseusement dans le fait que nous sommes des Africains, nous ne sommes pas comme les autres. Alors si vous n'êtes pas comme les autres, ne demandez pas qu'on vous traite comme les autres. Mais si vous êtes des êtres humains, vous avez droit au même respect et à la même dignité, et vous avez alors également le devoir impérieux de vous redresser et de vous affirmer dans votre humanité. Je vous remercie. Merci.
Maintenant, on va procéder à cette question. Donc, Vincent Hugeux de l'Express. Je vous présente déjà, alors que c'est un exercice que vous deviez faire vous-même. Merci, no offense. Je dois dire ex de l'Express depuis quelques jours. Monsieur Canto, bonjour. Bonjour. Je crois que c'était en novembre dernier, à la faveur d'une conférence de presse, vous aviez évoqué, je vous cite de mémoire, un projet d'élimination physique à votre encontre et à l'encontre de plusieurs cadres de votre parti. Êtes-vous en mesure de nous livrer des éléments factuels tendant à étayer cette hypothèse, s'agissant des commanditaires et des exécutants virtuels? Merci. Question directe et simple. Je ne pourrais évidemment pas rendre public ici quoi que ce soit. Et je ne crois pas qu'il y ait eu un démenti quelconque de qui que ce soit de mes propos. Au demeurant, je vous dirais que lorsque nous avons créé le MRC en 2012, un tel projet également existait. Nous l'avions dit en son temps. En produisant d'ailleurs à ceux qui étaient à l'origine le document qui nous permettait de faire une telle affirmation. Et vous comprendrez aisément que je ne puisse pas venir ici étaler à la presse des informations qui, si elles n'étaient pas dignes de foi, n'auraient pas pu être prononcées, en tout cas formulées par moi-même. Merci. Un autre média, alors. Bonjour, Florence Maurice RFI. J'aimerais savoir pourquoi vous faites cette tournée pendant la campagne pour les élections législatives et municipales. Je sais bien que votre parti boycott, vous nous aviez dit que vous alliez faire une campagne de boycott actif. Quelle forme va prendre ce boycott? Est-ce que vos hommes peuvent mener campagne pour le boycott sur le terrain au Cameroun? Par ailleurs, j'aimerais savoir si, de votre point de vue, le statut spécial qui a été adopté par les deux chambres pour les zones anglophones est un début de solution à cette crise. Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui selon vous? Je vous remercie. Pourquoi est-ce que je fais cette tournée? Je crois que si la question était arrêtée à ce niveau, j'aurais été, j'allais dire, plus à l'aise pour y répondre. Mais je dis, pourquoi faites-vous cette tournée alors qu'il y a une campagne électorale au Cameroun? Là, il y a un couplage que j'ai du mal à comprendre. D'abord parce que je n'ai aucune obligation d'être au Cameroun pendant qu'il y a une campagne électorale. Même si j'étais candidat, ça ne dépend que de moi. Donc je suis parfaitement libre d'être candidat à une élection et de ne pas participer à la campagne. C'est moi qui cours le risque de l'échec. Donc ça ne devrait pas poser un problème. Mais de surcroît, et vous l'avez dit vous-même, nous avons, en tant que parti politique, le Conseil national, qui est l'instance de décision du mouvement pour la renaissance du Cameroun entre deux conventions. C'est l'instance de décision. C'est réuni le 25 novembre 2019 pour prendre la décision de ne pas participer aux élections couplées législatives et municipales du 9 février 2020. Alors, pourquoi est-ce que une délégation du MRC ne pourrait-elle pas se déplacer pendant cette période? Ce d'autant que une visite à la diaspora était programmée bien avant que nous soyons arrêtés arbitrairement et détenus illégalement pendant 9 mois. C'était programmé. Les salles étaient louées à l'époque ici à Paris. Mais nous n'avons pas pu le faire. Donc, de surcroît, après, il y a eu cette détention et le travail, la contribution de la diaspora dont je viens de parler, il était tout à fait normal et légitime que je vienne exprimer au nom de mes camarades qui n'ont pas pu faire ou qui ne peuvent pas faire le voyage avec moi, notre profonde reconnaissance, je l'ai dit à la communauté internationale, mais à la diaspora camerounaise.
toute la diaspora camerounaise. Le boycott est une décision politique qui ne se prend pas à la légère. Et l'option initiale de notre parti avait été, au moment de sa création, de ne pas faire la politique de la chaise vide. Mais il est des moments où les circonstances vous amènent à revoir une décision que vous aviez adoptée de bonne foi et peut-être sans être confronté à la dure réalité qui est celle de la politique. Nous n'avons pas décidé de boycotter les élections par posture. C'est une décision grave individuellement pour chacun de nos militants. Et ils sont nombreux, ceux qui voulaient être candidats. Mais c'est également une décision grave collectivement pour notre parti parce que, au regard de la législation actuelle au Cameroun, nous courons donc le risque futur de ne même pas avoir de candidat à une élection présidentielle, puisque une des conditions, c'est que vous ayez un élu. Mais nous avons pris en âme et conscience cette décision, parce que nous ne croyons pas que la politique ne soit que l'univers du mensonge et du jeu. C'est d'abord, avant tout pour nous, un engagement pour changer les choses, transformer la société. Et donc nous avons pris cette décision pour deux motifs. Le Conseil national les a examinés et en a débattu longuement. Le premier motif, c'est la poursuite de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et permettez-moi de saisir l'occasion de votre question pour revenir brièvement sur le fait que depuis la création de notre parti en 2012, cela figure dans notre projet de société. En français et en anglais, nous avions dit qu'il y avait un problème anglophone au Cameroun et qu'il fallait le régler par le dialogue. Je l'ai réitéré le 26 juin 2016 lors d'un meeting à Bamenda, qui est la capitale de la région du nord-ouest dans la zone anglophone. Disant, il y a un problème anglophone, il faut le régler par le dialogue. Et en octobre, la crise anglophone ou les protestations des anglophones, octobre 2016 a commencé. Le 10 décembre 2016, j'étais à Ngaoundéré pour faire un meeting politique. Lorsque les premières images de Camerounais qui brandissaient l'arbre de la paix sont parvenues sur mon téléphone. Les Camerounais manifestant pacifiquement sur qui on avait tiré. Les premiers morts tombaient alors. J'ai dit que c'est un désastre pour notre pays parce que dès lors que vous versez le sang, vous fertilisez la cause. De génération en génération, les enfants demanderont pourquoi leurs parents sont morts, pourquoi ils sont orphelins. Et l'affaire ne finira jamais. J'ai donc réorienté tout mon meeting sur la crise anglophone. Et nous avons fait des propositions concrètes. Je ne vais pas revenir dessus, ce serait long. On n'a pas été suivi. Avant l'élection présidentielle de 2018, nous avons fait des propositions. Les vidéos existent, les textes existent sur notre site. Lorsque nous étions en détention, madame, nous avons fait des propositions. On a continué à contribuer. Lorsqu'on a convoqué le grand dialogue national, nous avons contribué en envoyant une délégation pour remettre au Premier ministre qui devait présider le grand dialogue des propositions qui pour nous étaient les conditions du succès du grand dialogue. On n'a jamais été suivi. Alors vous me posez la question, est-ce que le statut spécial issu du grand dialogue est un début de solution? Posé comme ça, je dirais oui, tout est un début de solution, puisque c'est un pas par rapport au déni qui existait avant, puisqu'avant le gouvernement disait qu'il n'y avait pas de crise anglophone. Donc le seul fait de reconnaître aujourd'hui qu'il y a une crise anglophone, d'organiser un dialogue à ce sujet et de dire qu'on propose un statut spécial, en soi est un premier pas. Je vous signale en passant que moi-même j'ai proposé en 2017 le statut spécial pour les régions anglophones. Décentralisation plus statut spécial.
Personne ne m'a écouté. À ce moment-là, on nous prenait pour des illuminés. Il n'y avait pas de crise anglophone. Au moment où on propose le statut spécial, il est trop tard. Parce qu'après, prenons même le chiffre le plus bas, après 3 000 morts, 800 000 déplacés internes, voire 1 million pour certains, 40 000 réfugiés, 3 années de scolarité perdues. Est-ce qu'on s'imagine? C'est une génération perdue. Qu'est-ce que nous allons faire dans 10 ans avec ces enfants? Qu'allons-nous faire dans 20 ans avec ces enfants qui n'ont pas pu aller à l'école? Est-ce qu'on y pense de temps en temps? Une économie des 2 régions par terre, puisque le gouvernement lui-même a déclaré le nord-ouest et le sud-ouest régions fiscalement sinistrées. Cela veut dire qu'il n'y a plus d'activité économique. Ce n'est pas moi qui l'ai déclaré, c'est le gouvernement lui-même. Donc, quand on propose cette solution, nous disons trop peu, trop tard. Ça ne peut pas être une réponse. Ce d'autant plus que, si l'on était sincère et qu'on avait à cœur de régler le problème, on aurait dû débattre du statut spécial dans le cadre du grand dialogue, pour lui donner un contenu, pour que les anglophones, même qu'on a choisis, n'est-ce pas, puissent donner leur point de vue là-dessus. Personne ne sait le contenu de ce statut spécial. Dans tous les cas, nous avons dit et redit, nous ne croyons pas que la décentralisation, avec un statut spécial pour les 2 régions anglophones, soit la réponse aujourd'hui. Donc voilà, en guise de réponse à vos questions, j'espère que je n'ai rien oublié, ce que je pourrais dire. Oui. Oui, bonjour, Christine Holzbauer-Gay, Sputnik France. Bonjour, M. Couteau. Bonjour, madame. Heureuse de vous revoir. Juste pour rebondir sur le boycott, donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Les élections vont avoir lieu. De la MRC s'élimine lui-même d'office. Vous allez reprendre des manifestations, des marches. Au sein de votre propre parti, je pense à M. Kingué, ça a fait grincer beaucoup de dents, des gens sont partis. M. Kingué, oui. Des gens sont partis, ça ne veut pas l'air d'être une unanimité la plus totale. Donc ma première question, c'est quelle stratégie vous allez appliquer, parce que les élections vont avoir lieu de toute façon, et la MRC n'aura pas aucun siège. Et ma deuxième question, c'est, vous dénonciez tout à l'heure le peu de couverture des médias français, parce qu'en fait, il semble y avoir un parti pris des autorités françaises en faveur du président Biya. Est-ce que vous avez senti un frémissement de la position française? Est-ce que vous avez pu rencontrer un certain nombre de responsables? Est-ce que vous pensez pouvoir avoir des soutiens ou la situation est toujours la même? Merci. Je voudrais d'abord dire ceci. Il y a une petite erreur sur le statut politique de certaines personnes. Monsieur Paul-Éric Kingué n'est pas militant du MRC. Il n'a jamais été militant du MRC. Il était un allié du candidat Maurice Kamto à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Nous avions un accord de parti à parti avec son parti qui s'appelle le MPCN. Le MPCN. Donc on avait un accord que si on était victorieux à la présidentielle, on irait aux législatives et municipales ensemble et qu'on se soutiendrait mutuellement en fonction du niveau d'implantation de chaque parti dans telle ou telle circonscription. Pour faire simple, voilà les termes de notre accord. Donc, si c'est là, pour vous, le signe de dissension au sein du MRC, vous voyez bien qu'il n'y a pas de dissension puisqu'il ne s'agit pas d'un militant du MRC. Quelle est la stratégie du MRC? D'abord, si le MRC avait, et forcément tout parti politique qui se respecte et qui est sérieux a une stratégie, il ne viendrait pas l'exposer à la presse. Je pense que la notion de stratégie, dans son essence même, veut qu'on ne rende pas public une stratégie, sinon c'en est plus une. Donc voilà. Et donc, voilà. Mais maintenant, vous avez dit, est-ce que vous allez prendre les marches? Il y a un certain nombre de choses. Nous avons l'avantage au MRC d'annoncer et d'afficher ce que nous faisons, généralement. Et dans mon message à mes compatriotes à la fin de l'année 2019, nous avons indiqué très clairement les étapes suivantes.
Nous avons dit, nous ferons tous les efforts nécessaires pour que par tous les moyens, nos camarades qui sont encore en détention soient libérés. Mamadou Yacoba Mota et les 14 autres, y compris Serge Branco Nana, dont on nous dit d'ailleurs que sa vie pourrait être en danger puisqu'il est détenu en fou et que son avocat n'a pas pu le rencontrer alors qu'il n'a pas pu se présenter au tribunal, il n'a pas été extrait. Et quand son avocat, Maître Shinju, est allé lui rendre visite en fou, on l'a éconduit. Donc, et il y en a d'autres. Nous sommes en train de nous battre. Sur le plan interne, toutes les procédures judiciaires sont engagées. Et tous nos avocats sont mobilisés pour suivre ces procédures de façon à ce que nous ayons un aboutissement heureux des poursuites qui sont engagées contre eux. Mais si cela ne prospérait pas, et il faut craindre au regard de ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, où nous avons épuisé toutes les procédures judiciaires, y compris les procédures incidentes, et à aucun moment nous n'avons obtenu gain de cause sur plus de 200 dossiers. Plus de 200 dossiers. Jamais on n'a obtenu gain de cause. Ne serait-ce que même en termes de libération provisoire ou d'habeas corpus. Alors que nous étions interpellés avec du personnel de maison qui était là juste pour faire leur travail. Il y a une dame qui travaille chez un de nos alliés, camarades, qui s'est retrouvée interpellée et détenue avec nous pendant 9 mois, avec les mêmes charges. C'est-à-dire qu'elle encourait la peine de mort comme nous, pour hostilité à la patrie. Contre la patrie, pardon. Hostilité contre la patrie parce qu'elle est derrière les fourneaux pour préparer à manger, pour la maisonnée. Ça, c'est une conception absolument particulière de l'hostilité contre la patrie. Il faudrait laisser mourir de faim la maisonnée, et là, il n'y aurait pas d'hostilité. Mais enfin, donc, nous allons nous battre pour que tous nos camarades injustement arrêtés et détenus soient libérés. Et nous avons dit deuxième point, nous allons continuer à nous battre pour qu'il y ait une réforme consensuelle du système électoral au Cameroun. C'est la première fois que j'entends que dans un pays, les dirigeants d'un parti politique qui demandent la réforme des règles du jeu électoral soient considérés comme des ennemis de la patrie, pourchassés. Nous sommes allés en prison pour avoir marché pacifiquement le 26 janvier 2019. Pourquoi? C'était pour 3 choses. Nous disions non au hold-up de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, il faut ramener la paix, le retour de la paix, arrêter de massacrer les Camerounais. Non au hold-up électoral, parce que le résultat de l'élection présidentielle de 2018 a été détourné. Et troisièmement, non au hold-up des finances publiques, parce que nous avons perdu l'organisation de la CAN 2019 après que l'État eut débloqué, dit-on, 1000 ou 2000 milliards de francs CFA, dont on ne sait pas la destination. Et personne n'a été sanctionné. Il n'y a eu aucune commission d'enquête. Et c'est ce que nous demandions. Ce n'était pas plus que ça. Il n'y avait rien d'autre. Voilà ce pourquoi on nous a jetés en prison. Parce que des Camerounais ont cru, naïvement, que l'on pouvait faire l'alternance par les urnes. Ils croyaient que c'était une possibilité d'épargner justement la casse de la guerre à notre pays en travaillant sur le plan électoral pour gagner une élection. Voilà ce pourquoi nous avons passé 9 mois. Et donc, depuis notre sortie de prison, croyez-vous qu'on a autorisé la tenue d'un seul meeting de notre parti? Non, madame. Jusque dans nos sièges, le siège du MRC, nous ne pouvons pas tenir de réunion. Nous avons organisé des campagnes d'inscription massive, d'adhésion massive au MRC. Et on n'a pas pu tenir ces réunions à nos sièges parce qu'on a été dispersés. Au moment où je vous parle, à Bafoussam, cette semaine, on a encore interdit une réunion du MRC. Après notre sortie de prison, nous avons déposé des déclarations c'était pas des marches, hein, j'ai dit des meetings, c'est-à-dire des réunions fixes
des meetings fixes, ce n'était pas des marches. À Ibolova, à Yaoundé et à Douala. Dans les 3 cas, on a interdit nos réunions. Dites-moi un parti politique qui ne peut pas tenir de meeting. Comment s'adresse-t-il et à ses militants et à ses compatriotes? Donc en réalité, tout est fait pour nous pousser dans la radicalité, parce que justement, c'est en réalité la recette du régime, c'est de dire, c'est des destructeurs, c'est la radicalité, ils cassent partout, ce sont des casseurs. Mais très rapidement, on leur a coupé l'herbe sous les pieds. Et tout ce que nous disons en permanence, c'est vous qui violez les lois. Et en réalité, c'est nous qui sommes les gardiens des lois. Ils ont interdit nos réunions. On a saisi la justice. Vous croyez que la justice a examiné nos recours? Non. Dans 2 ou 3 cas, la justice a attendu que la date du meeting passe pour qu'elle dise votre requête est sans objet, puisque la date à laquelle vous vouliez tenir le meeting est déjà passée. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Donc, quand vous me dites qu'est-ce qui vient après et que devient, il ne faut pas prendre de façon dramatique le fait que le MRC puisse ne pas aller aux élections futures. Vous croyez vraiment que la vie politique camerounaise va s'arrêter le 9 février? Attendons de voir. Que le MRC va s'arrêter le 9 février? Attendons de voir. La vie politique est essentiellement dynamique. Elle est essentiellement dynamique. Et nous ferons en sorte, pour ceux qui y pensent, nous ferons en sorte que le MRC ne disparaisse jamais de la scène politique camerounaise. Il faudra faire avec nous. Une question Oui, sur monsieur, la France et sa posture, s'il vous plaît. Ah oui, sur la France, le problème, je ne peux pas faire un lien entre on va dire ça comme ça, le peu d'intérêt de certains médias français à ce qui se passe dans notre pays et la position du gouvernement français. Personne de sérieux ne pourrait faire cela, parce que je pense que les médias en France, en tout cas, ceux qui ne sont pas des médias officiels, des journaux privés et tout ça, sont assez libres pour pouvoir effectivement couvrir les événements. Maintenant, ce que je peux vous dire, non peut-être pas uniquement sur le cas de la France, mais sur le cas d'autres pays, c'est que le gouvernement camerounais, le régime en place, ne regarde pas à la dépense quand il s'agit justement de tout faire pour que personne ne parle du Cameroun. Que l'on dise c'est un pays stable, il ne s'y passe rien, donc ça se passe très bien. Je ne vous dis pas le nombre de cabinets de lobbying qu'il paye aux États-Unis. L'information existe, si vous cherchez un peu, vous trouverez combien de cabinets de lobbying ils payent aux États-Unis depuis 2 à 3 ans pour polir leur image. Si vous n'avez rien à vous reprocher, vous ne payez pas autant d'argent. Mais de toute façon, ils peuvent le faire d'autant plus aisément que c'est aux frais de la princesse ou du prince. Enfin, c'est... Voilà. Donc, en ce qui concerne la France, nous savons, au moins que depuis l'élection présidentielle de 1992, et législative d'ailleurs aussi, qu'il y a comment dirais-je, des cabinets de communication qui sont très actifs en France et peut-être aussi en Europe, pour qu'on ne trouve pas la bonne conscience. Vous voyez, des sages citoyens français qui ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'un triangle perdu quelque part en Afrique, même si ce pays a des raisons légitimes de croire qu'en raison des liens historiques qui existent entre les deux pays, on pourrait, dans le respect mutuel, quand même se donner des conseils ou des suggestions dans la bonne direction à prendre, pour que demain on ne soit pas obligé de déployer des Français comme au Sahel pour arrêter je ne sais quoi. Parce que ce n'est pas une vue de l'esprit. Parce que nous sommes dans un pays où ces dernières années, on a instillé, au-delà des facteurs de déstabilisation, d'instabilité, d'insécurité dont je vous ai parlé, où l'on a instillé la haine dans les veines des Camerounais. Et c'est beaucoup plus terrible que des groupes armés. Parce que les groupes armés, vous pouvez à un moment donné même discuter avec eux et régler le problème. Mais lorsque vous avez installé dans la conscience des gens la haine les uns des autres, ça devient extrêmement difficile à dépasser. Et donc je pense que
une nation comme la nation française ne devrait pas se faire complice des gens, effectivement, qui orchestrent cela dans un pays. C'est au-delà d'une exigence morale. C'est un impératif politique catégorique. Et l'histoire, je crois, a donné suffisamment d'enseignements à la France après ce qui s'est passé au Rwanda pour que ce pays ne se permette pas d'être le complice de ce qui est en train de sourdir au Cameroun. Nous avons alerté l'opinion là-dessus depuis 3 ans, en alimentant les rédactions de faits. Nous sommes factuels. Nous avons envoyé les textes écrits. Nous avons envoyé des vidéos sonores. Nous avons envoyé des captures d'écran pour dire qu'il y a un danger. Et là, ça ne devient plus une histoire d'un pays. Ce n'est même plus un problème de la seule France. C'est le problème de toutes les nations du monde, parce que nous sommes tous, j'ai compté, on est à peu près à 182 ratifications de la Convention des Nations Unies contre le génocide. Cela veut dire que ça interpelle tous les signataires de cette convention, de dire on ne peut pas accepter cela. Et j'espère bien, parce que vous vouliez savoir, Madame de RFI, pourquoi nous sommes en tournée, justement, c'est aussi pour vous sensibiliser à cette situation. Que vous, parfois, vous voyez de loin. Et nous croyons notre devoir de venir vers vous pour dire ce n'est pas une vue de l'esprit, ça devient une menace réelle. Voilà pourquoi nous sommes dehors. Il y a Jeune Afrique, mais il y a M. Doubéry qui est là. Merci, je m'appelle Georges Doubéry, je suis journaliste à Jeune Afrique. Monsieur Capito, j'aimerais bien comprendre pourquoi le gouvernement camerounais prend le MRC pour un parti révolutionnaire. Parce que voici la situation. Après le scrutin couplé législatif et municipal qui aura lieu dans quelques jours, le scrutin auquel vous ne prenez pas part, vous allez réussir quelque chose, c'est délégitimer les députés et les conseillers municipaux qui seront élus. Parce que le taux de participation sera probablement fait du fait du boycott du NRC. Et vous avez déjà réussi à délégitimer M. Guilla, vous l'avez démontré abondamment devant le Conseil constitutionnel, c'était un président mal élu. Que va-t-il se passer après le scrutin de février, étant donné que nous aurons 5 ans sans élection, si je me trompe, que va-t-il se passer? Vous avez dit tout à l'heure que vous ne regrettez pas la stratégie du NRC, mais la situation est celle-là. Ouais. Le fruit sera-t-il suffisamment mieux pour tomber? Je ne sais pas quelle est la suite. Merci. Très bien, merci. C'est une question extrêmement importante, mais qui revient effectivement aux aspects stratégiques. Mais il y a des choses que je peux dire ici, très simplement. Je vous ai dit, la scène politique n'est jamais figée. C'est un travail de chaque jour. Mais je vais vous dire une chose. Nous gardons la main tendue au gouvernement. Quand j'étais en prison, j'ai écrit. Parce qu'on nous a présenté souvent, enfin parfois d'ailleurs, pas souvent, mais parfois, comme étant dans la radicalité. Et quelqu'un qui est dans la radicalité ne dit pas après le Conseil constitutionnel, moi je ne marcherai pas sur le sang des Camerounais pour accéder au pouvoir. Le gouvernement n'a pas assez communiqué sur un fait. C'est que juste après l'élection du 7 octobre et après notre sortie du 8 octobre, il y a un groupe armé qui est venu nous voir pour essayer en nous disant, voilà, nous sommes prêts, nos services et tout. Nous avons dénoncé cela au gouvernement. Si vous vous souvenez des réseaux sociaux à l'époque, d'ailleurs certains nous ont attaqués en disant « Oui, mais enfin ça, ce n'est pas des gens sérieux, comment peuvent-ils dénoncer des gens qui voulaient renverser ce gouvernement et tout ?» Ce n'est pas notre démarche. Donc nous aurions pu sauter sur l'occasion. Peut-être d'ailleurs s'agissait-il d'un piège, j'en sais rien, mais en fait toujours, nous avons alerté le gouvernement. Le gouvernement le sait. Et certains de nos camarades qui ont suivi ce dossier ont reçu des félicitations du même gouvernement qui nous traite des gens qui veulent mettre le pays à feu et à sang. Je le dis ici, à Paris, je l'ai dit au Cameroun. Ils sont libres de contester ce que je dis. Voilà, s'ils peuvent,
ils peuvent le faire. Donc c'est extrêmement intéressant de dire, vous avez boycotté les élections, vous serez hors jeu, et donc après cela, qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans? Nous allons travailler pendant 5 ans, même plus si c'est nécessaire, à continuer à éveiller la conscience de nos compatriotes sur une chose fondamentale, sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre changement au Cameroun que celui que voudront les Camerounais. Je voudrais qu'on m'entende très bien. Il n'y aura pas de changement au Cameroun et de vrai changement au Cameroun si les Camerounais n'en veulent pas. Cela veut dire que nous voulons travailler la conscience politique de nos compatriotes. Vous pouvez ponctuellement, par un coup d'éclat, arriver au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous en faites si vous avez un peuple qui n'a pas une conscience politique élaborée? La construction d'une nation est une œuvre de chaque jour et de longue haleine. Et ça passe par la conscience politique. Si nous en sommes où nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que pendant 7 ans, nous avons travaillé sans relâche. Ça ne tombe pas du ciel. Personne ne nous prenait au sérieux quand on a commencé. Et on a dit, on va parler aux Camerounais. Pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais aujourd'hui? Dites-moi, pourquoi croyez-vous qu'on nous empêche de parler aux Camerounais? Parce qu'ils savent. Ils ont réalisé justement que nous faisons un travail qui n'emprunte pas les voies qu'ils espéraient. Et c'est de parler à la conscience de nos compatriotes. C'est de dire, non, vous n'avez pas été une colonie de qui que ce soit. Vous avez été protectorat allemand. Même si après on a voulu faire une distinction entre le protectorat de droit international et le protectorat de droit interne, en nous faisant croire que nous étions sous le régime du droit allemand. Mais nous étions protectorat, c'était des accords, des traités signés. Ça s'appelait des traités. Quand Nachtigal signe le dernier traité le 12 juillet 1884, à Douala, c'est un traité. Nous n'avons pas été une colonie. Et à partir de 1916, lorsque l'Allemagne perd la guerre, il y a un condominium franco-britannique qui s'installe pendant une courte période pour qu'à partir de 1922, nous soyons un territoire sous mandat. Donc nous n'avons jamais été une colonie. Puis à partir de 1945-46, un territoire sous tutelle. Donc nous n'avons jamais été une colonie. Il faudrait donc qu'on repositionne nos relations en se souvenant de cela. Et que les Camerounais eux-mêmes aient la conscience de ce que le nationalisme camerounais n'est pas un artifice. Il est profond dans l'histoire de notre pays. Quand Mangabel envoie des émissaires au sud, Ngossodine, rencontrer Martin-Paul Samba, pour dire j'ai une cause. Face aux Allemands qui arrachent nos terres, on doit faire cause commune pour se battre. C'est là que commence à naître la nation camerounaise. C'est ça que je voudrais que mes jeunes compatriotes, à qui on n'a pas enseigné cela, c'est ça que je voudrais qu'ils sachent. Et que c'est dans cette dynamique, toute cette trajectoire que s'est bâti notre pays. En passant par les nationalistes des années 1948 jusqu'au dernier exécuté le 15 janvier 1971, Ernest Ouandéa Bafoussam. C'est ça l'histoire du Cameroun. Il faut s'inscrire donc dans cette continuité. C'est ça que je voudrais que nous continuions à faire. Et que ceux qui viennent diviser artificiellement les Camerounais ne trouveront jamais au MRC, encore moins auprès de Camto, un quelconque soutien. Parce qu'en plus, ils mentent. Allez voir dans les familles de tous ceux qui entretiennent ces discours. Dans leur famille, il y a des gens venant de toutes les régions du pays. Certains ont une épouse qui vient de la région qu'ils vomissent, chez elles. Ils ont des enfants qui ont épousé les gens d'autres régions. Mais ils entretiennent, juste pour leur maintien au pouvoir, une division artificielle entre les Camerounais. Ça n'a pas de sens. Ils ne trouveront jamais chez moi, auprès de moi, un soutien. Et je l'ai dit pour ceux qui croient que je le dis aujourd'hui. Prenez mon texte de 2011, dans lequel j'explique pourquoi je quitte le gouvernement. C'est sur les réseaux sociaux. Je le dis dedans. Pourquoi est-ce que nous ne lisons pas? Ah oui, on a dit que si on veut cacher quelque chose au noir, il faut le mettre dans les livres. C'est pour cela que nous ne lisons pas. Mais lisez-le, je le dis déjà à cette époque.
Donc nous avons un problème. C'est ce travail qu'on va continuer de faire. Et je veux dire, comme pour répondre complètement à la question de M. Doubeli, que nous allons continuer. Vous savez, quand j'ai écrit donc, à M. disons au Camerounais en disant que je tends la main à M. Biya, pour que l'on fasse quoi? J'ai dit pour que l'on solde. Pour que l'on solde l'élection présidentielle, donc les désaccords ou les contentieux. Quand vous soldez, je n'ai pas fait beaucoup de comptabilité, mais il semble que quand on solde, ça veut dire qu'on clôt, n'est-ce pas, on tourne la page. Donc cela veut dire que nous voulions justement que l'on tourne la page et que nous ne restons pas éternellement figés, bloqués à 2018. Nous voulons que le pays avance. Et je voudrais dire ici, ce que j'ai dit au Cameroun, je voudrais dire ici à Paris, que les choses ne vont pas changer s'il n'y a pas un petit effort de l'autre côté pour comprendre que les Camerounais veulent autre chose. Les choses ne changeront pas si, au moins, et c'est ce que j'ai demandé, au moins on ne fait pas une réforme sérieuse du code, du système électoral. Que voulez-vous? C'est-à-dire qu'on nous demande aujourd'hui de tourner la page. Donc on aura fait une élection présidentielle, on a volé les résultats, on nous aura enfermés 9 mois à plus d'1 an pour certains, et après tout cela, ça aura été simplement une petite parenthèse qu'il faut refermer et se retrouver à la situation où on était en 2017.